Bonjour chères poditrices et poditeurs de Parlons Pratique, pour ce 51e épisode, jouons un peu. D'ailleurs dis-moi Hélène, tu te souviens de la dernière fois où tu as vraiment joué? Genre sans but, sans chrono, sans objectif autre que de jouer? Oula Régis, en tant qu'adulte, je crois que ça fait très très longtemps, mais en revanche en tant qu'enfant, comme fille unique à la campagne, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à jouer librement, à imaginer des scénarios improbables avec mon vélo et mon filet à papillons. Et je crois même que je m'imaginais déjà faire des interviews à la télé, donc tu vois, ça m'a peut-être servi ces temps de jeu aussi. Et ben voilà. Et pourtant, à l'école, ce genre de jeu dit libre a de moins en moins de place. On joue, oui, c'est vrai, mais ça va presque sans dire, toujours pour apprendre, pour travailler une compétence, pour s'entraîner, pour réviser, pour consolider des notions, parfois même avec des serious games. Alors que le jeu libre, c'est tout autre chose. C'est un espace à part où l'enfant crée, invente, explore, sans pression, sans attente. Et pourtant, c'est là que tout se joue justement. Dans cet épisode, on part à la rencontre de deux professionnels expertes du jeu libre, Nadège Haberbusch, ludopédagogue et ancienne ludothécaire, et Cécile Bauthier-Richarme, enseignante en toute petite section de maternelle. Et pour elle, le jeu libre n'est ni une pause, ni un luxe, c'est un espace d'expérimentation pour l'enseignant, de construction de soi et d'exploration du monde pour les élèves. Comment le jeu libre peut-il transformer le regard des enseignants sur les élèves, sur l'école et peut-être aussi sur eux-mêmes? Et surtout, comment redonner toute sa place au jeu libre du bac à sable à la salle de classe et pas qu'en maternelle? C'est ce qu'on explore ensemble dans cet épisode d'Extra Classe, permis de jouer librement à l'école. Nadège Haberbusch, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ludopédagogue, vous avez une formation en sciences de l'éducation et sciences du jeu. Vous avez co-dirigé l'association Les Enfants du Jeu de 1996 à 2024. Vous êtes également formatrice et consultante en jeu et petite enfance pour les structures collectives. Et à ce titre, vous travaillez avec des professionnels de l'enfance, de l'éducation et des parents. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, une question express pour vous pour commencer cet épisode. Qu'est-ce qu'on rate quand on pense que le jeu libre, c'est juste pour se détendre ou s'amuser? Peut-être le premier élément qui vous vient en tête. On rate l'essentiel, vous l'avez dit dans l'introduction, c'est-à-dire que le jeu participe à la construction de soi, à la construction de la pensée. Donc, ça n'est pas que pour se distraire et s'amuser, c'est absolument essentiel au développement de l'être humain. Merci. Cécile Bauthier-Richarme, bonjour. Bonjour. Depuis quelques années, vous êtes professeure des écoles en maternelle et plus précisément en toute petite section à Sarcelles. Vous avez comme Nadège une formation en sciences de l'éducation et en sciences du jeu. Et avant de devenir enseignante, vous avez eu une carrière de ludothécaire, vous aussi. Vous avez été aussi accueillante en lieu d'accueil enfants-parents. Alors, question express pour vous également. Un point commun et une différence entre ludothécaire et enseignante en maternelle? Je dirais que le point commun, c'est qu'on travaille pour l'éducation des enfants. Et puis, la différence principale, je dirais que c'est quand même que d'un côté, on est sur l'éducation formelle, donc avec les programmes, des attentes, des évaluations, et de l'autre côté, plutôt sur l'éducation informelle où le loisir prime. Allez, on entre dans le premier temps de cet épisode. Jouer librement, une affaire sérieuse? Alors dans cette partie, on voudrait poser les bases du jeu libre et pour commencer peut-être par dire qu'avec Hélène, en préparant cet épisode, on a été surpris, disons, de quelques réticences autour de nous, du fait que le jeu libre ne serait pas facile à mettre en place, que peut-être les enseignants n'oseraient pas, même en maternelle, qu'ils auraient du mal à combiner jeu libre et apprentissage. On précise que le jeu libre, il fait bien partie des apprentissages à l'école. On le retrouve notamment dans ce document sur Eduscol qui s'appelle « Jouer et apprendre, cadrage général ». Et Nadège, peut-être pour commencer, est-ce qu'il y a une mécompréhension sur ce que peut être, ou ce qu'est même, le jeu libre et en quoi il se différencie du jeu structuré, je saurais dire, scolarisé ? Alors oui, il y a une incompréhension qui provient d'une méconnaissance, d'abord par l'utilisation des termes jeu libre et jeu dirigé. En fait, quand on se penche un peu sur les définitions qui ont été travaillées par les philosophes, sociologues, il n'y a pas de jeu libre ou de jeu dirigé, il y a le jeu. Et le jeu, par définition ou par les caractéristiques qui ont été données par Gilles Brougère notamment, est libre.
Le jeu est libre. Et c'est vraiment une construction de notre société qui date pas d'aujourd'hui, qui fait que quand on pense jeu, on pense activité dirigée par l'adulte et activité où ce serait l'adulte qui profiterait de ce temps pour transmettre des savoirs aux enfants. Et c'est pas tout à fait ça. Et alors justement, vous parliez de ces caractéristiques. Est-ce que vous pouvez nous les donner, ces 5 caractéristiques du jeu, qu'on sache bien de quoi on parle? Oui, donc il s'agit de travaux de Gilles Brougère, professeur des sciences de l'éducation à Paris-Nord-Sorbonne, actuellement à la retraite, mais qui a dirigé pendant très très longtemps le Master 2 sciences du jeu, et qui a travaillé pendant de longues années autour de cette question et du rapport entre jeu et apprentissage, ou jeu et éducation. Il a travaillé ces 2 aspects. Et ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que il est très difficile de définir le jeu et qu'il se propose de le caractériser. Donc avant, il proposait 5 caractéristiques. Aujourd'hui, il dit qu'il y en a 2 plus 3, parce que les 3 dernières découlent des 2 premières. Et la première est celle du cadre spécifique au jeu, qui est du second degré. C'est-à-dire que le jeu n'est pas le premier degré, n'est pas la réalité. Lorsque le joueur joue, il construit, il adhère un second degré qui va exister le temps de sa décision à faire exister ce second degré. Donc la deuxième caractéristique, c'est la prise de décision et les décisions. Le jeu n'existe que par les décisions des joueurs, et il s'élabore par les décisions du joueur. C'est-à-dire que les joueurs décident de tout, y compris de sortir du jeu, même si ce jeu se poursuit pour d'autres, pour les autres camarades de jeu. Donc, juste ces caractéristiques sont très très importantes pour travailler la question du cadre, justement, des postures professionnelles, de l'aménagement de l'espace, etc., etc. Les trois caractéristiques suivantes sont la frivolité. C'est un terme qui a été créé par Brougère pour reprendre une idée de Jérôme Brunner, psychologue américain, qui dit que ce qui se passe dans le jeu, en termes de faits, n'engage pas le joueur dans sa réalité. Et ça, je pense que c'est un des éléments les plus importants quand on réfléchit à la relation entre jeu et apprentissage. Parce que c'est cette caractéristique qui permet le plus de pouvoir justement explorer, tâtonner, inventer, sortir justement du cadre de la réalité pour faire tout autrement que la réalité. Et il me semble que c'est ce qui est très très riche dans le jeu et complémentaire aux apprentissages en situation formelle. L'autre caractéristique, c'est les mécanismes d'organisation du jeu. Tout jeu est organisé par le joueur ou par les joueurs. Donc on peut appeler ça la règle, mais bien avant l'élaboration de la règle, il y a une organisation du jeu. On joue pas, les enfants ne jouent pas n'importe comment. Ils définissent des rôles, des scènes, des possibles, des pas possibles. Et puis la dernière caractéristique, c'est l'incertitude. On ne sait jamais à l'avance comment un jeu va se terminer ou comment il va se dérouler. Et c'est ce qui crée un petit peu le sel du jeu, l'envie de toujours recommencer. Voilà. Alors, ces caractéristiques nous aident du coup à repenser un petit peu le jeu dans notre société et de dire, oui, finalement, c'est un peu une aberration de devoir rajouter derrière libre ou dirigé. Le jeu est une activité de création du second degré, décidée par les joueurs, élaborée par les joueurs, le temps du jeu. Cécile, vous qui avez des tout petits élèves, j'ai envie de dire, en toute petite section maternelle, on entend souvent dire que les enfants ne jouent plus. Quel rapport ils ont au jeu quand ils arrivent dans votre classe ? Assez naturel quand même. On va dire que quand ils arrivent dans ma classe, ils savent la plupart du temps ce qu'ils ont envie de faire, quels objets ils ont envie d'utiliser. Donc
Peut-être que ce qu'on entend par là, c'est qu'ils ont peut-être du mal à élaborer des jeux peut-être ensemble, plus compliqués. Mais ça, déjà, j'ai envie de dire que ça s'apprend, ça se pratique. Et que justement, dans les classes en maternelle, si on leur permet de jouer suffisamment en jeu libre, clairement, tous les enfants savent ou apprennent à jouer ensemble sans aucun souci. Donc dans ma classe, c'est assez naturel. Si on choisit bien les bons objets et qu'on a bien aménagé son espace, les enfants jouent naturellement. Mais alors, dans quelles conditions un jeu à l'école, c'est un vrai jeu? Est-ce que ça peut exister Alors, Cécile, et puis peut-être après Nadège. J'ai envie de dire que c'est un peu une question presque philosophique si on pousse vraiment la réflexion, parce que peut-on jouer à l'école finalement quand on sait que l'école est contrainte par des horaires, par des adultes. Donc en général, est-ce qu'on peut vraiment jouer librement à l'école? C'est compliqué. Après, on peut essayer, si on a tous ces éléments en tête, de favoriser au maximum le jeu libre à l'école. Et c'est ce que j'essaye de faire moi dans ma classe. On peut le faire aussi par exemple dans la cour de récréation, qui est un espace souvent un peu plus libre pour les enfants. Donc oui, je pense qu'on peut jouer à l'école si on a bien tous les critères en tête. Mais on n'en voit pas beaucoup du jeu libre à l'école. Il y a quand même beaucoup de... Il y a vraiment une confusion en fait entre les termes jeu et travail pour les enseignants. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'enseignants disent « Allez, viens, on va faire un jeu ». Par exemple, un jeu de société, et l'enseignant, lui, il a en tête que dans ce jeu, on travaille les couleurs, les mathématiques. Donc lui, dans sa tête, il a des objectifs. Parfois même, il peut évaluer le jeu. Donc là, clairement, par rapport aux critères qui ont été expliqués tout à l'heure, on sort totalement de l'esprit du jeu et on est dans un esprit de travail parce qu'on a des attentes, il y a une évaluation, il y a des compétences à travailler derrière. Et je trouve qu'on gagnerait en fait à être plus clair nous-mêmes et vis-à-vis des enfants sur ce qu'on est en train de faire avec eux, parce que eux, les enfants, savent très bien ce que c'est jouer. Et on leur annonce un jeu et souvent ils sont un peu déçus parce qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est plus un travail. Et c'est pas grave parce que les enfants, ils aiment bien travailler aussi. Donc mais voilà, peut-être en étant plus clair, on gagnera en lisibilité, ce serait plus clair pour tout le monde. Nadège ? Oui, alors tout à fait, je suis d'accord. Et pour compléter ça, je dirais que c'est bien toute la difficulté que les choses ne soient pas claires pour les adultes, qu'il n'y ait pas des vrais temps de formation. Alors, il en existe quelques-uns malgré tout pour les enseignants, mais de comprendre que à partir du moment où l'enseignant se représente des objectifs à atteindre. Alors, c'est pas que ça n'est plus tout à fait du jeu, puisque le jeu, c'est pas l'enseignant qui le décide, c'est l'enfant. L'enfant peut entrer dans le jeu malgré tout et en faire ce qu'il veut, mais ce type de jeu-là, dont parle Cécile, n'est pas présenté finalement comme un jeu. Ça avait été mon sujet de travail lorsque j'étais en DESS Sciences du jeu. Est-ce qu'on peut jouer à l'école maternelle ? Et la réponse est très compliquée parce qu'elle dépend, moi je pense, beaucoup des enseignants et de la connaissance qu'ils ont du jeu et de la liberté qu'ils s'accordent à laisser du temps de jeu aux enfants. Ce qui, je pense, moi, pose problème, c'est cette confusion, c'est-à-dire d'utiliser un même mot, le mot « jeu », pour désigner un temps de travail ou un temps de jeu. Et je suis tout à fait d'accord avec Cécile pour dire que les enfants aiment travailler. Donc, il ne faut pas avoir peur de leur dire qu'ils vont travailler ou de leur proposer à travailler. Ils ont envie de ça. L'enfant a envie d'apprendre. Par contre, si on lui propose un jeu alors qu'en vérité, c'est un travail déguisé, il va se sentir trompé. Et le risque, c'est qu'il désinvestisse le jeu. C'était les conclusions de mon mémoire il y a 30 ans. C'est-à-dire que certains enfants fuyaient certaines formes de jeu parce que elles étaient trop liées aux apprentissages ou dans la manière dont c'était proposé en classe. Donc voilà, ça peut poser un vrai souci. Et juste pour répondre aussi à la question, est-ce que le jeu est possible en classe ? Moi, je vous dis que oui, je suis pas enseignante, mais à la ludothèque Les Enfants du Jeu, ça fait plus de 30 ans qu'on accueille des classes de la toute petite section au CM2
pour un temps de jeu d'1 heure. Lors de 8 accueils dans l'année, répartis dans l'année, et avec la consigne de jeu, tel que l'enfant a besoin de jouer, et ça fonctionne, et les enseignants sont convaincus à la fin des cycles. Alors, ça sera un peu aussi notre objectif à la fin de cet épisode, que certains enseignants soient convaincus. Et pour ça, peut-être, ce qui serait intéressant, Cécile, c'est que vous nous disiez ce qui se passe en fait dans ces moments de jeu où on a l'impression que finalement il se passe peut-être rien d'un point de vue des apprentissages ou d'un point de vue purement scolaire. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là et qui pourrait aussi faire comprendre l'intérêt de ces moments? Alors, j'ai envie de dire que ce qui se joue, c'est difficile à savoir puisque c'est un peu le principe. En fait, comme ce sont des apprentissages informels, il faut faire confiance aux enfants, faire confiance à ce qui se passe, en fait, là, dans le moment. Parce que, par contre, moi, je suis persuadée qu'ils apprennent quelque chose. Et je pourrais vous donner un exemple. Par exemple, hier matin, j'avais un petit élève, il était sur sa moto et pendant au moins 15 minutes, il était en train de manipuler des aimants qui avaient des formes de triangles, de carrés. Je voyais pas très bien, il était assez éloigné, je voulais surtout pas le déranger et je l'ai laissé. Et ça a duré 15 minutes, il a juste 3 ans et il a été dérangé par personne et je le voyais, il était concentré. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre? Est-ce que c'est dérangeant là que je le laisse comme ça pendant 15 minutes, entre guillemets, rien faire? Peut-être vu de loin, on a l'impression qu'il fait rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 80% du jeu de l'enfant se passe n'est pas visible en fait à l'œil nu. Donc en fait, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. Alors je peux m'imaginer en tant que maîtresse, peut-être qu'il est en train de faire une forme de géométrie, il avance dans sa représentation spatiale, il apprend les triangles, les carrés, peut-être qu'il apprend toute autre chose, mais visiblement, il a l'air de se passer 1000 connexions à la seconde dans son cerveau et c'est super et c'est ça moi que j'adore dans le jeu libre, c'est que laissez vos élèves libres si vous avez un espace bien aménagé, des objets bien choisis et que vous avez régulé les relations entre eux et que vous avez la bonne posture, il se passe 1000 choses. Aucun élève ne s'ennuie. On voit dans les classes de maternelle, lors des regroupements, si vous les filmez, il y en a la moitié, ils en peuvent plus. Ils bousculent le copain, ils bâillent, ils s'ennuient. Dans une classe où il y a beaucoup de jeux libres, les élèves ne s'ennuient pas, ils font plein de choses. Il faut juste accepter qu'on ne sait pas exactement, précisément ce qu'ils apprennent à ce moment-là. Et justement, Cécile, on reviendra en 3e partie d'émission sur l'aménagement de la classe, le choix des objets pour le jeu libre, mais concrètement, dans votre classe, vous laissez les élèves jouer librement sur des créneaux, ça se passe tous les matins. Comment vous gérez cette temporalité de jeu libre? Et on vous a compris qui parfois peut être élastique, on laisse le temps aux choses de se faire. Alors oui, donc moi en gros quand ils arrivent, il y a vraiment un temps de jeu libre assez long, au moins 30 minutes où nous les adultes, on va se répartir dans l'espace et les enfants sont vraiment libres de choisir ce qu'ils veulent faire, le temps qu'ils veulent le faire et avec qui ils veulent le faire. Ils peuvent aussi changer d'activité très rapidement. À 2 ans, j'ai des enfants qui papillonnent énormément, qui vont passer d'activité en activité. Et puis ensuite, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, alors je suis très flexible parce qu'il faut avoir cette flexibilité. Parfois, il va naître un jeu d'un coup, je me dis oh là là, mais je vais pas les arracher à ce jeu-là, ça a l'air tellement chouette ce qui se passe là. J'ai pas envie de leur dire allez, ça y est, maintenant c'est fini, venez, on va faire des puzzles de 4 pièces. Parce que j'ai décidé qu'on faisait des puzzles de 4 pièces maintenant. Donc voilà, donc du coup, je suis très libre. Donc à un moment, on va sortir des ateliers. Donc on pourrait appeler ça plus du travail. Donc effectivement, là, ça va être peut-être un moment vraiment avec des puzzles, un moment avec de la pâte à modeler où il va y avoir des consignes. On va apprendre à faire des boules pour faire des soleils ou ce genre-là. Et donc comme on a la chance d'être 3 adultes dans ma classe, j'ai la chance d'avoir 2 ATSEM, chacune va avoir un petit travail, un petit atelier et on va s'asseoir et les enfants vont venir librement. Donc on essaye de les enrôler, de leur donner envie de venir avec nous, mais on les oblige jamais, ce qui fait que parfois dans ma classe, un enfant qui voudrait potentiellement jouer toute la matinée pourrait. Mais dans les faits, en fait, c'est très rare. Ça n'arrive quasiment jamais et on va dire que si un enfant toute l'année joue toujours au même jeu, ne s'ouvre pas du tout aux autres, là ça va être aussi le moyen d'observer qu'il y a peut-être un trouble, on va en discuter, on va mieux l'observer, on va en parler avec la famille. Donc ça peut aussi permettre de déceler des troubles si vraiment les enfants ne viennent jamais participer aux ateliers. Nadège. Oui, juste pour compléter sur l'invisibilité du jeu, je rajouterais que effectivement le jeu de l'enfant est
est un peu invisible. Les compétences, on peut apprendre à observer les compétences qui émergent de ces jeux, à commencer par la concentration, la socialisation. Il y a beaucoup de compétences qui sont finalement très facilement observables, à condition là aussi de travailler l'observation. On va y revenir. Je voulais juste rebondir, Cécile, sur une chose que vous disiez sur notamment les élèves qui peuvent avoir des besoins spécifiques. Et justement, on a un petit extrait à vous faire écouter. C'est une interview tirée d'une vidéo de Canotech, le jeu libre comme approche éducative inclusive. C'est Cédric Guéraud, qui est directeur du Centre national de formation au métier du jeu et du jouet, qui en parle et qui nous donne quelques repères pour penser à un cadre ludique inclusif. On l'écoute. Le jeu ne va pas choisir son impact en fonction de la typologie des élèves. Il propose pour tous les enfants, pour tous les élèves, des vertus au niveau éducatif, au niveau social, au niveau culturel, voire même au niveau thérapeutique. Par contre, il est particulièrement important de proposer davantage de jeux libres à des enfants qui présentent des besoins spécifiques, puisque ces derniers ont moins l'occasion d'évoluer dans des espaces qui leur correspondent complètement. Souvent, les situations d'apprentissage sont pour eux un peu trop exigeantes, alors que le jeu libre va les accepter finalement complètement tels qu'ils sont. Je le dis souvent, le jeu, c'est l'art d'accepter l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire de l'accepter dans ses difficultés, dans ses compétences, dans ses désirs. Et c'est à partir de là, finalement, que le jeu va permettre une certaine transformation de l'élève, c'est-à-dire qu'accepter tel qu'il est, le changement va pouvoir opérer. Cécile, est-ce que ça correspond à des choses que vous constatez dans votre classe, le fait que le jeu libre est un espace particulièrement adapté pour des élèves qui auraient des besoins éducatifs particuliers ? Je pense qu'il est adapté pour tous mes élèves vu leur âge. Oui. Voilà. Mais par contre, c'est un sacré terrain d'observation pour nous. Et en observant leur jeu, nous, on peut par contre en tirer parfois des observations et des conclusions. Comme je disais, un enfant, par exemple, qui ne va jamais utiliser un objet... on va dire par exemple un verre, qui va jamais faire semblant de boire avec un verre, mais qui va le jeter tout le temps, le mettre sur sa tête, enfin qui va jamais l'utiliser, on va dire, de la manière dont on pourrait l'attendre toute l'année en toute petite section. Bon, clairement, on va commencer à se poser des questions. Voilà. Oui, effectivement, donc c'est un bon terrain d'observation et je doute pas que ce soit un très très bon moyen pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Oui, bien sûr. Merci Cécile. On avance. Puisque je pense qu'on a très envie d'entendre effectivement ce qui se passe dans ce jeu libre aussi du point de vue de l'enseignant et comment on peut transformer une posture professionnelle par rapport au jeu. Et c'est notre temps 2, ce que le jeu libre révèle des élèves et des profs. Et alors, on continue avec un nouvel extrait de cette interview de Cédric Guéraud autour de la posture de l'enseignant sur laquelle on a envie de vous faire réagir toutes les deux. On commence tout de suite. Au niveau de la posture attendue du professionnel dans une situation de jeu libre, j'utilise souvent la métaphore du culbuto, c'est-à-dire le culbuto, c'est un objet ludique qui revient toujours à sa position de base. Et cette position de base, c'est quoi finalement ? C'est une position d'observateur et de disponibilité. Finalement, on attend du professionnel d'être moins interventionniste. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas agir, qu'il ne pourra pas intervenir, mais finalement, chacune de ces interventions doit être une réponse à son observation et à l'interprétation des besoins qu'il fait de la situation. Et finalement, le rôle de l'enseignant est davantage d'agir sur le cadre que d'agir directement en direction des enfants. C'est une posture un petit peu différente où l'enseignant agit sur le cadre et le cadre agit sur le comportement des enfants. Nadège, est-ce que vous adhérez déjà peut-être à cette définition de la posture ? Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut accompagner des enseignants sur cette posture ludique ? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Alors évidemment, j'adhère. Ça fait 30 ans qu'on construit les postures professionnelles du donner à jouer aux enfants du jeu et on a longtemps défendu cette question de l'observation et de la disponibilité. Donc tout à fait. Alors justement, on accompagne les enseignants en partageant nos observations. C'est-à-dire que quand on accueille les enseignants à la ludothèque, les enfants vont jouer et pendant que les enfants jouent, les enseignants
observent plus ou moins. Certains essayent de jouer avec des enfants, mais sans toujours respecter le non-désir de jeu des enfants. Donc, on prend les devants, on explique aux enseignants qu'on peut tout à fait l'accompagner à observer ce que l'on pense qu'il se passe dans le jeu de l'enfant. Et j'insiste sur cette précaution à cause de cette invisibilité justement du jeu. Et nous, on ne connaît pas forcément les enfants ou pas bien les enfants lorsqu'ils viennent à la ludothèque. Les enseignants les connaissent mieux, mais les découvrent très différemment lorsqu'ils jouent. Du coup, leurs observations peuvent être très différentes des nôtres, puisque autant l'enseignant ne peut pas plus que nous deviner tout à fait les jeux des enfants, autant les enseignants ont la possibilité de voir que dans telle situation, les enfants mobilisent beaucoup plus certaines compétences que dans un cadre scolaire ou dans un cadre d'apprentissage formel. Donc voilà, on accompagne les enseignants à observer sans intervenir, à laisser les enfants développer leur jeu. Et parce qu'il n'y a pas d'intervention de la part de l'adulte, l'enfant peut se concentrer et peut aller de plus en plus loin dans son jeu, vraiment dans ce sens de l'expérimentation, les essais, les erreurs, je dis entre guillemets, puisque dans le jeu, c'est pas forcément des erreurs, hein, ce sont des expérimentations. Et souvent, l'enseignant est très surpris de découvrir l'émergence de certaines compétences chez les élèves. Justement, Cécile, dans vos observations, quand vous vous mettez dans cette posture à observer ces élèves qui jouent, vous nous donniez quelques exemples en début d'épisode, j'ai l'impression qu'il y a on va dire un regard plus holistique, plus, et vous le dites toutes les deux, hein, l'enfant plus que l'élève. Donc qu'est-ce qu'on peut voir d'autre, et peut-être si vous accompagnez des enseignants ou des collègues qui viennent dans votre classe, qu'est-ce que vous les accompagnez à regarder différemment ? En fait, ce qu'on peut observer finalement, c'est un peu l'enfant en liberté, parce que quand on leur donne des ateliers, ils ont compris qu'il y a une consigne, ils nous regardent, ils essayent de bien faire, ils sont un peu dans répondre à une attente adulte. Alors que là, vraiment, ils sont eux-mêmes avec leurs petits camarades. Il faut gérer les relations entre eux. Moi, ils sont tout petits, donc ils parlent très très peu. Mais quand c'est des grandes sections, moi j'accueille aussi un groupe dans le cadre d'un club coup de pouce dans mon école. C'est un club qui s'adresse aux grandes sections et qui doit favoriser le langage. Et quand ils peuvent venir dans ma classe, parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est toujours de venir dans ma classe, parce que ils adorent ma classe, il y a plein de jeux, plein de jouets, et ils ont très très envie de venir jouer, et que je les laisse du coup au même titre que mes petits élèves, je les laisse jouer vraiment librement. Donc déjà, je pense que ça les surprend. Et là, pour le coup, moi qui ai beaucoup de mal à les entendre parler dans un contexte un peu plus assis à table, on donne la parole à l'un, on attend un peu, c'est gênant. Et là, en fait, ils sont hyper libres, et d'un coup, ils se mettent à parler. Alors toi, t'es la maman, toi, t'es le papa, ok, le bébé, on va faire ci, on va faire ça, viens, on va jouer au docteur. Et c'est vraiment impressionnant à voir, comme ça libère la parole, en fait. Nadège. Oui, je voudrais rebondir sur cet aspect, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je pense que la caractéristique de la frivolité est vraiment importante. C'est-à-dire parce que l'enfant ne se sent pas évalué, parce qu'on n'attend rien de lui, il mobilise beaucoup plus facilement certaines compétences que lorsqu'elles sont attendues et qu'elles sont évaluées. Et pour moi, c'est vraiment la force du jeu à l'école, c'est-à-dire de proposer un autre cadre qui permet à l'enfant d'explorer toutes ses compétences et de pouvoir les développer. Donc du coup, l'accompagnement de l'enseignant, c'est aussi l'accompagner à construire un cadre qui va faire que le jeu advienne pour l'enfant. Et Nadège, vous nous disiez aussi en préparant l'épisode que c'est un excellent cadre pour permettre à l'élève de se décentrer, de devenir un pompier pour une fille. Je me rappelle un peu des exemples que vous nous donniez, mais aussi avec son corps, d'un élève qui dirait moi je suis une maîtresse, etc. Donc c'est on va dire des rares moments où ils peuvent jouer justement très librement, même dans leur capacité à se projeter de qui ils sont. Alors, ces capacités à se projeter de qui ils sont, qui voudraient être, qui ils ont envie d'être pour le moment, c'est toute l'incroyable richesse du jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, tout est possible, puisque tout est faux.
Donc, l'enfant va faire des expériences en termes de psychique, cognitive, sociale, qui ne peut pas faire dans la réalité, parce que dans la réalité, il serait trop engagé. Et effectivement, on prend souvent les exemples de la guerre, parce que ça choque beaucoup les adultes, mais les enfants ont toujours joué à la guerre. Et alors là, ça résonne particulièrement avec ce qui se passe aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. Et puis en France, là, très récemment, avec les drames qui se passent dans les établissements scolaires. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a peut-être davantage de passage à l'acte dans la réalité, parce que beaucoup moins la possibilité pour les enfants de jouer réellement à ce qui est interdit dans la réalité. Voilà. Le jeu, c'est effectivement fait pour faire autrement, être un autre, et sans jugement de valeur, puisque les autres joueurs participent au jeu et adhèrent à cela. Donc c'est vraiment faire des expériences qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Et les laisser faire ces expériences, c'est quelque chose que vous disiez dans une conférence là où je vous avais entendu, et ça faisait beaucoup de débats autour de nous, et même moi, effectivement, j'ai discuté avec ma voisine en me disant, mais sur le fait que les adultes interviennent ou non dans une situation de jeu où ils ont l'impression que l'élève fait, par exemple, prend un poupon et puis le maltraite ou le balance, ou fait des choses qui nous paraissent moralement répréhensibles, et vraiment, c'est la question de l'attitude de l'adulte vis-à-vis de ça. Tout à fait. Moi, j'ai le sentiment que le jeu est le seul espace d'expression libre pour l'enfant. Et Winnicott disait que du jeu part toutes les autres formes culturelles et artistiques, c'est-à-dire pour pouvoir faire autrement, pour pouvoir penser autrement, pour pouvoir réfléchir autrement. Lorsqu'on interdit aux enfants de s'exprimer dans le jeu parce que c'est violent, parce que ça choque la morale, parce que ceci, parce que cela, on les muselle. On les empêche d'exprimer leurs émotions qui, elles, peuvent être sincères, et qui est nécessaire de pouvoir exprimer. Dans la petite enfance, ils ont pas ou peu d'autres moyens de les exprimer. Donc c'est absolument essentiel que ces émotions et ces pensées puissent s'exprimer. D'autant qu'elles n'ont pas de conséquences sur la réalité, puisque c'est du faux. Jouer à la bagarre, ça n'est pas se taper dessus pour de vrai. Ça doit être interdit. Or, à l'école, alors moins en maternelle, et encore que, mais beaucoup plus au collège, on parle de jeux violents dans les cours de récréation. Et les jeux violents sont pas des jeux. Ce sont des activités dangereuses ou des délits. Donc, il faut que les adultes cessent d'utiliser le terme jeu pour désigner tout et l'inverse. Le jeu n'a pas de conséquences sur la réalité. Donc, laissons les enfants faire semblant plutôt que de passer à l'acte. Effectivement, on pense notamment au jeu du foulard. Donc, il faudrait changer ce mot. C'est pas un jeu. Le jeu du foulard n'est pas un jeu. Le jeu de l'olive. Voilà, tout à fait. Oui. Cécile, ça me paraît assez contre-intuitif en fait. Ce qu'on demande là à l'enseignant, c'est à la fois de complètement lâcher prise, d'être en situation d'observateur, de ne pas forcément intervenir. On se rend compte quand même, et c'était le cas dans les échanges qu'il y avait lors des ateliers au cours desquels j'avais rencontré Nadège Aberbuch. Je donne un petit peu le contexte de la création de cet épisode. Les enseignants qui étaient là étaient quand même dans l'ensemble, des enseignantes beaucoup, parce que c'était pas mal de personnel de maternelle, et avait quand même une réticence, des freins en fait vis-à-vis de ce jeu libre, notamment en disant on n'a pas le temps en fait, on peut pas. Alors vous, en toute petite section, vous avez sans doute un peu plus de temps, mais qu'est-ce que vous constatez vous de ces freins, et comment est-ce que vous pensez qu'on peut y répondre ? C'est sûr que le frein principal, c'est de dire ils doivent avancer, ils doivent acquérir des compétences, donc on peut pas faire que du jeu libre parce que ça nous échappe en fait. Mais moi, je pense qu'on a le temps de tout faire. On les a quand même 6 heures par jour. Donc je pense qu'en 6 heures, on peut proposer 2 plages de temps de jeu libre, je sais pas, le matin à l'accueil et l'après-midi à l'accueil, ou avant la sortie par exemple, quand tout le monde est un peu fatigué, ces jeux libres, ça peut être vraiment une solution. Et puis après, moi je pense que de toute façon dans les classes de maternelle, ils fonctionnent un peu en atelier dirigé, atelier avec l'ATSEM, et puis les autres qui sont dans un atelier, ce qu'on appellerait un atelier autonome. Donc pourquoi pas imaginer des espaces de jeu
très bien aménagé, avec des objets bien choisis, où les enfants pourraient agir en liberté à ce moment-là, puisque avec le regard un peu lointain de l'enseignant qui, lui, est avec un petit groupe en train de travailler. Voilà, donc je pense qu'en fait, il y a beaucoup plus de temps et de possibilités de faire du jeu libre à l'école maternelle que ce qu'on pense. Moi, je pense que c'est faisable de faire les deux. Parfaite transition, on a presque déjà mordu sur la 3e partie, donc c'est parfait. Redonnez le goût du jeu libre à l'école. Et peut-être aller maintenant du côté de l'aménagement d'une classe pour le jeu libre. Cécile, comment est aménagée votre classe? Quels sont les points de vigilance, les mises en place que vous proposez et qui pourraient inspirer les enseignants qui nous écoutent? Disons que déjà, les petits conseils que je donnerais, c'est de se mettre à hauteur d'enfant. Donc, c'est toujours, en fait, à imaginer qu'on fait pas 1m70, mais 1 mètre ou 1m20, pour aménager sa classe, que les espaces soient bien définis. Donc, moi, ce que je fais, c'est que c'est tout simple. En fait, j'achète des morceaux de lino qui font 2 mètres sur 2 mètres. C'est pas très cher. Et de couleurs, par exemple. Et du coup, ça vous permet un peu de créer des espaces assez facilement repérables pour les enfants. Je pense qu'il faut aussi bien réfléchir à son aménagement dans le choix des objets qu'on va proposer. Donc, c'est-à-dire en avoir privilégié la qualité à la quantité, donc pas avoir des grands bacs, par exemple, avec plein de fruits, plein de légumes, plein de viande, plein de fromage, un gros bac comme ça. En fait, ça n'existe pas, ça, chez les gens. Faut que ça ressemble à chez vous, un espace de jeu. Donc, du coup, vous choisissez quelques objets que vous mettez dans le frigo, et puis que la poêle, elle soit d'une taille qui peut accueillir les aliments. On voit souvent des toutes petites assiettes alors qu'on a des gros légumes, par exemple. C'est pas du tout logique. Et ça, très vite, on va s'enlacer, on n'aura pas envie de jouer si en fait ça n'est pas pratique. Donc du coup voilà, vraiment réfléchir à quelque chose d'assez réaliste en fait, en quelque sorte, et pas surchargé. Et puis avoir des objets de qualité aussi, c'est-à-dire si on a une poupée à qui il manque un bras ou qui a le visage tout griffonné, celle-là, rangez-la au placard et achetez-en une nouvelle. Ou on laisse pas des objets cassés, abîmés, qui donnent pas envie de jouer en fait dans une classe. Faut que ça donne envie. Et puis il faut passer du temps à ranger. Alors moi c'est sûr, je passe énormément de temps à ranger. Chaque jour, je passe au moins 30 à 40 minutes de rangement quand les enfants sont partis, parce que chaque jour est une nouvelle journée et ma classe, elle doit être très bien aménagée. Donc, par exemple, j'habille les bébés tous les jours, parce que les enfants savent les déshabiller, mais savent pas les rhabiller. Donc, chaque jour, je rhabille tous les bébés, le petit chapeau, les petits habits, je les installe bien, et puis je change au fur et à mesure de l'année, parce que c'est très important aussi de changer régulièrement ces aménagements pour qu'il y ait une surprise, pour que ça donne envie en fait aux élèves quand ils arrivent de jouer avec les jouets. Et puis pas d'empilement aussi, par exemple, on met pas des puzzles, 10 puzzles les uns sur les autres, parce que si l'enfant il veut suivre celui qui est en dessous, il n'arrivera pas à l'attraper, par exemple. On peut dire tout ça, Cécile, que finalement, derrière ce mot de rangement, c'est vous préparez votre séance. Le fait d'habiller une poupée, de choisir soigneusement vos éléments, c'est vraiment le travail pédagogique de l'enseignant. C'est ça, c'est qu'en fait, pour moi, le jeu libre, c'est pas ce qu'on fait quand les enfants, ils ont plus rien à faire. Allez, va jouer, sous-entendu, au moins tu m'ennuieras pas, et puis bon, voilà. Non, il faut le considérer comme un atelier à part entière, ça c'est clair et net. Ouais. Nadège, vous voulez rebondir ? Oui, je voulais dire au sujet de donner envie à l'enfant. C'est beaucoup plus qu'une envie, effectivement, ça donne envie, mais de manière inconsciente, ça valorise son activité. C'est-à-dire de prendre soin des objets, de prendre soin de l'aménagement de l'espace, de travailler le cadre, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire par la mise en scène des objets et aussi par les règles qui vont structurer ce cadre. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. On peut faire semblant de se battre, on ne peut pas se taper pour de vrai. Tout ça, évidemment, participe à donner envie, mais surtout montre à l'enfant que cette activité est précieuse pour l'adulte et qu'elle a du sens et qu'elle a un intérêt. Et c'est vraiment ce qui permet de commencer à construire un cercle vertueux. Plus on prend soin du jeu de l'enfant, plus il va pouvoir, lui, développer son jeu et mobiliser toutes les compétences qui lui sont nécessaires pour développer un jeu extrêmement riche. La création de ce cadre, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez insisté en nous disant, Nadège, quand on a préparé l'épisode, il faut vraiment travailler les espaces, mais il faut vraiment travailler le cadre. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans ? Est-ce qu'on peut dire concrètement aux enseignants, qu'est-ce que ça serait, travailler ce cadre ?
Pour moi, ce qui rentre dans le cadre, c'est évidemment le choix des objets, l'aménagement de l'espace, les postures professionnelles et les règles de fonctionnement. Et tout ça ne s'improvise pas. Ça veut dire qu'il faut du temps pour les penser. Si possible, les penser à plusieurs, avec plusieurs enseignants, parce que de réfléchir à plusieurs, ça aide, c'est stimulant et ça permet de voir un petit peu nos erreurs. Et la première règle à mettre en place, c'est celle justement de la différence entre le second degré et le premier degré. Parce que ça va être un peu le fil conducteur de cette activité, y compris encore une fois pour les postures professionnelles. À quel moment j'interviens et à quel moment j'interviens pas. Souvent, quand les enseignants viennent à la ludothèque, alors ils choisissent de venir en toute connaissance de cause. On les prévient que ce sera du jeu libre et de toute façon, c'est une possibilité de venir, mais on les force absolument pas à venir. Mais leur première crainte, c'est de dire « mais ils vont faire n'importe quoi ». Ben non, ils font rarement n'importe quoi, les enfants. Mais vraiment, très rarement, n'importe quoi lorsqu'ils jouent. Ils font n'importe quoi lorsqu'ils s'ennuient, qu'ils transgressent parce qu'ils n'ont pas d'espace de liberté, etc. Mais lorsqu'on leur permet de jouer comme ils en ont besoin et comme ils en ont envie, avec des règles de fonctionnement très claires de, voilà, quand c'est du jeu, tout est possible. Quand c'est pas du jeu, ben non, il y a des règles. Si ce cadre de fonctionnement est vraiment incarné dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire avec le corps de l'enseignant, les enfants le respectent. Et lorsqu'ils le transgressent, ben souvent ça veut dire autre chose. Et là, c'est encore d'autres analyses à mettre en place. Pourquoi l'enfant vient nous interpeller sur la transgression de ce cadre-là ? Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'une autre vidéo Canothèque qui s'appelle « Jeux libres et classe dehors ». On va y entendre Alexandre Ribaud, il est professeur des écoles, il pratique le jeu libre tous les jeudis dans un square parisien et il parle du lien entre jeu libre et classe dehors. Alors le jeu libre, c'est une notion qui est finalement très intéressante et très liée à la pratique de la classe dehors, je trouve. Parce que finalement, quand on explore un peu les bienfaits dont on profite quand on fait classe dehors et tous les bienfaits qui sont listés sur la santé, sur l'équilibre psychologique, sur la confiance en soi, sur les apprentissages, très souvent, en fait, ces bienfaits, ils sont très liés à la pratique du jeu libre. C'est dans les programmes depuis 2015, c'est intéressant de le constater. Ça consiste à laisser jouer l'enfant et de son envie, de son besoin, en le laissant jouer, il va se découvrir, il va s'inventer une activité et c'est de cette activité qu'on va ensuite essayer de constituer un apprentissage. Derrière cet extrait, on avait aussi envie d'ouvrir cet épisode. On ne voudrait pas laisser croire que le jeu libre il n'a sa place que à l'école maternelle. Nadège, j'ai envie de dire, école élémentaire, même combat pour le jeu libre ? Même combat, exactement le même combat. C'est une expérience absolument incroyable qu'on a faite aux enfants du jeu pendant 30 ans. Parce que ça peut paraître effectivement plus facile pour le degré maternel et voilà, beaucoup plus compliqué pour le degré élémentaire. Et c'est exactement le même combat et c'est vraiment peut-être encore plus intéressant pour les enseignants parce qu'ils les voient jamais jouer en fait. Et même dans les cours de récréation, on sait aujourd'hui, selon les cours de récréation et selon le cadre, que les enfants jouent très très peu. C'est des amorces de jeu, mais il y a beaucoup de violence effectivement parce que je pense qu'il y a plus de jeu. Donc quand on reçoit les classes élémentaires, donc jusqu'en CM2, tous les espaces de la ludothèque sont ouverts, y compris les espaces construits pour les jeunes enfants, c'est-à-dire par exemple les bacs à eau ou à sable pour transvaser. Et c'est absolument incroyable de voir des enfants beaucoup plus grands revenir jouer dans ces espaces. Alors souvent, le premier réflexe de l'adulte, c'est de dire « Ah oui, il régresse ». Non, il régresse pas parce qu'il n'a pas la même intelligence que quand il avait 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Donc il fait d'autres choses avec le même matériel, mais des choses bien plus complexes. Et puis, ce sont aussi d'autres formes de jeu. Le jeu évolue tout au long de la vie de l'enfant et se complexifie. Donc, oui, c'est tout à fait possible et surtout souhaitable. Est-ce qu'on pourrait terminer peut-être par deux conseils, 2-3 conseils que vous donneriez chacune à des enseignants qui soient en maternelle ou pas d'ailleurs, ou en élémentaire, pour se lancer dans le jeu libre. Allez, on commence par Cécile.
ce serait d'essayer peut-être d'abord avec un espace, si ça fait peur aux gens. Il y a quand même aussi la peur un peu des petits espaces. C'est-à-dire que ma classe est petite, j'ai mes tables et mes chaises, comment je fais pour avoir... Donc peut-être d'essayer dans un espace de mettre vraiment en place ce cadre dont on a parlé là tout au long de l'émission, de jeux libres, et puis de se permettre chaque jour d'aller 10 minutes, observer sans intervenir, et de voir au bout d'un mois ce qui s'y passe. Ouais, d'essayer 10 minutes par jour du jeu libre dans la classe. Nadège ? Alors, pour compléter ce que dit Cécile, moi, je conseillerais de relire tous les ouvrages professionnels sur la petite enfance et le jeu. Parce que réellement, ce sont les seuls professionnels en France qui ont une approche un peu juste de ce que le jeu permet aux enfants. Et il suffit après, évidemment, d'extrapoler en fonction de l'âge des enfants. Hein. Mais c'est vraiment la même dynamique. On continue alors sur ces conseils et recommandations que vous auriez envie de partager. Cécile, avec le temps d'inspiration, quelle serait l'inspiration que vous avez envie de nous proposer ? Du coup, j'en ai choisi 2. Une plus théorique, qui est le livre de Gilles Bougère, Jouer/apprendre. Qui a été un peu une référence pour moi à l'époque parce qu'il vient parler d'éducation informelle et d'éducation formelle. Et je trouve que ça mettait vraiment des mots sur la différence entre le jeu et le travail, entre l'école et le loisir et toutes ces passerelles, en fait, qu'il y a parce que pour l'enfant, c'est pas séparé finalement, tout ça. Donc, en fait, pour moi, c'était vraiment un livre très intéressant, un peu théorique. Et puis après, de manière très pratique pour les collègues, tous les documents d'Eduscol sur jouer et apprendre sont hyper bien faits. Le cadrage général, c'est vraiment une ode au jeu. Enfin, honnêtement, il y a toute une partie sur le jeu libre qui, moi, en tant qu'ancienne ludothécaire, vraiment, je trouve qu'elle est très bien faite. Et après, il y a un petit volet par type de jeu. Donc franchement, il y a vraiment une bonne matière et il y a plein de petites vidéos à regarder sur Eduscol. Donc vraiment, pour des gens qui ont envie de se lancer, ça peut être une bonne porte d'entrée. Merci Cécile. Nadège ? Alors moi aussi j'en ai 2 puisque j'ai pas pu choisir jouer apprendre. Alors un autre livre de Peter Gray qui est un psychologue américain et qui s'appelle Libre pour apprendre, très intéressant. Voilà. Et il y a un bon chapitre sur le jeu, pas que le jeu, mais vraiment très très intéressant, qui questionne un peu ce qu'est l'apprentissage, alors, d'un point de vue de psychologue, mais très riche. Et puis une invitation à voir ou à chercher un film qui s'appelle Permis de jouer, qui a été tourné aux enfants du jeu, qui commence à sortir un petit peu là et à circuler un peu en France. Et dans ce film, qui est vraiment consacré au jeu symbolique des enfants d'âge élémentaire, il y a notamment témoignage de 2 enseignantes. Donc, une maternelle et une élémentaire. Donc, ça peut être inspirant, je pense. Et ça nous a inspiré d'ailleurs le titre de cet épisode. Tout à fait. D'accord, très bien. Merci à toutes les deux. Alors, pour terminer en amont de conclusion, j'ai envie qu'on se projette et qu'on se dise, quel que soit l'âge qu'on a, si on vous met devant un bac à sable, une pelle, un râteau, un seau, que vous ayez 3 ans, 50 ans, 16 ans, à mon avis, on prendra le même plaisir à jouer librement. Donc, c'est un peu ce que j'ai envie qui ressort de cette émission. Et vous le disiez, Cécile, plus sérieusement, lancez-vous, tentez, quel que soit votre niveau de classe, prenez un temps par jour, observez vos élèves dans des formes de jeux libres. En tout cas, on a envie avec Hélène d'insuffler ça et c'est grâce à vous. Merci à toutes les deux. Merci Cécile, merci Nadège pour vos partages. Merci beaucoup. C'était Permis de jouer librement à l'école, préparé et animé par Hélène Audard et Régis Forgione. Réalisation Simon Gattegno avec l'appui technique de Najim Mioudi. Coordination de production Hélène Audard et Magali Devance. Directrice de publication Marie-Caroline Missire. Nos remerciements à l'atelier Canopé 95 qui nous a accueillis. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. Et surtout, abonnez-vous. Une production Réseau Canopé 2025. Ah, vous entendez pas parce qu'il s'étouffe. Il y a notre ingénieur du son qui s'étouffe. Sauvez-le. Ouais, Mince. Extra classe.